Chers amis, après avoir publié ces 2 émissions de traduction commentée autour du personnage Chase Hughes et surtout de ce qu'il a à dire, mais quand même c'était difficile de faire l'impasse sur l'emballage et le personnage, eh bien j'avais envie de faire un moment d'échange autour d'un direct. Enfin d'échange asymétrique comme toujours autour d'un direct. Malheureusement, cela ne fonctionne plus pour des raisons tous les jours renouvelées. Un coup c'est le flux, un coup c'est l'accès à l'éditeur, un coup c'est un conflit logiciel qui, de façon inexplicable et sans que j'ai rien fait, se résout 3 jours après, ou n'existe plus, ou revient sous une autre forme. En tout cas, comme disait l'autre, le diable peut-il emprunter les réseaux informatiques ? Eh bien, bien sûr, ce n'est que l'une de ces manifestations. Donc, faut pas rêver. Donc, il n'a pas été possible de faire cet échange autour d'une émission où on serait un peu tous là, avec un effort au-delà du temps et l'espace, à se focaliser en un même point, plus exactement du temps et de l'espace. C'est pas possible, alors tant pis. Avec les commentaires, les contributions écrites, nous avons justement ça, que ça ne dépend pas du fait que nous soyons tous en même temps, à la même heure, en train d'écouter et de participer à la même émission. Donc c'est pas plus mal. Je m'attendais à un peu plus, mais peut-être qu'il faut que ça fasse son chemin, ou peut-être que c'est pas assez intéressant, j'en sais rien. En tout cas, les réactions sont mitigées, les vôtres comme les miennes, autour du personnage, de ce qu'il dit, de ce qu'il peut-être ne dit pas, et je nous avais laissé sur une question aussi, où est l'arnaque ? Alors essayons de démêler tout ça, et nous aurons dans cette émission les courriers des 2 émissions. Commençons par la première autour du langage. Alors dans les papotages et les commentaires, il y avait quelqu'un qui a dit oui, c'est exactement ce qu'on a dans, il s'appelle Castaneda, tout ça, le parasite. Mais là, dans Castaneda, ce qu'on a comme type de parasite, c'est le mental, c'est l'ego mental, et il n'était pas spécifiquement question du langage, il était question de la pensée parasite. C'est pas la même chose. Alors, le problème avec les personnes qui écoutent d'une oreille distraite et qui ne saisissent pas les nuances, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'aller plus en profondeur dans la connaissance des choses, la connaissance intérieure, parce qu'on reste toujours à un niveau approximatif. Quand on prend le langage pour la pensée et la pensée pour le mental, tout ça, on peut pas aller très loin. Donc là, il était spécifiquement question du langage comme parasite. Ça n'invalide pas le fait que le mental est en soi un parasite ou que l'ego, qui est un système d'exploitation psychique, finalement pas plus que ça, commence à se prendre pour le mettre à bord. C'est aussi une forme de parasitage. C'est pas parce qu'il y a un parasitage qu'il n'y en a qu'un seul ou qu'il n'y a qu'un seul angle d'approche. Mais commençons. Le langage a un secret très sombre. Une très belle synchronicité pour moi. Il y a 2 jours de ça, j'étais dans un moment où l'esprit, ou mon mental, est en mode machine à laver. Alors s'il vous plaît, évitez d'employer l'expression en mode. En mode. Il faudrait être plus précis, parce que c'est pas du français. En mode, ça fait partie de ces expressions qui évitent de construire les phrases, donc qui nous rendent stupides. Fonctionnait comme une machine à laver. Voilà, mais en mode, évitez en mode. Comme les anglicismes, faites l'effort d'utiliser une syntaxe correcte dans une langue correcte, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Parce que ça aussi, de ne pas le faire et de faire du collage avec des petits bouts de phrases sans aucune construction, faire de la mosaïque avec le langage, ça fait aussi pourrir l'esprit. Parce qu'en fait, les possibilités syntaxiques deviennent de plus en plus minimales, un petit peu comme quand on entend les jeunes « Ouais, je sais quoi, alors en mode... » genre. Ça, c'est du collage de petits éléments qui, indépendamment les uns les autres, ne veulent rien dire. C'est, comme on dit, la fonction fatigue du langage, la fonction d'emphase ou de créer du lien. Mais ce n'est pas du sens. C'est l'une des 2 fonctions du langage, mais quand on exprime quelque chose ou une idée, on exprime quelque chose à quelqu'un, où il est censé y avoir du contenu, il faut que la syntaxe soit construite. Sinon, si on se penche sur ce qui vient d'être dit, on se rend compte que c'était creux. Et si on n'utilise que ce type de fonctionnement du langage, les fonctions cognitives fondent à vue d'œil. J'insiste, hein. Mais continuons. Mon mental était comme une machine à laver. J'ai fini sur une forme de conclusion à mon
j'ai fini sur une forme de conclusion à mon état d'être. Qu'est-ce que tu veux dire là ? J'ai fini par conclure que ce monde, cette matrice qui nous piège dans cette cage dorée, émane à cause de notre langage et de ce fait chacun de nous sur cette planète a construit son propre piège. Merci pour cette émission très pertinente au vu de mes propres réflexions de cette semaine. Merci Prune. Merci cher ami. Alors, de rejeter la faute sur nous, que nous avons construit notre propre piège et nous construisons l'égrégore avec le langage, c'est un peu oublier que le langage a été injecté dans notre esprit. Et que comme toute chose dans ce plan, le langage, qui est un fonctionnement, contient sa voie de salut en même temps que le piège et la voie de la damnation. Toute chose a une double nature. Si nous nous servons en conscience du langage, en conscience, je ne parle pas d'intellect, mais en conscience, eh bien quand nous aurons une idée ou un concept à exprimer, nous le ferons avec pertinence, avec nuance, avec intelligence, et surtout pas en répétant des belles phrases toutes faites, mais en utilisant dans l'instant, c'est-à-dire, comme on dit cette expression aussi toute faite, en temps réel, notre intelligence. Ouais, parce que j'ai souvent entendu ça. « Oh, mais je sais pas, je peux pas te répondre, j'ai pas réfléchi à la question. » Bah vas-y. Ah, mais j'ai pas réfléchi. Mais vas-y, réfléchis tout en me répondant. On n'est pas pressé. Parce que si la réponse, c'est dans un bouquin, ou maintenant le bouquin ou l'encyclopédie, c'est ChatGPT, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. J'ouvre ta tête et je cherche des phrases, des réponses, des concepts, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ta tête, ta cervelle n'est qu'un connecteur qui a besoin de l'ordinateur pour faire parler ta bouche. Mais il faut que les pensées soient à toi, que la construction mentale soit à toi. Donc quand on utilise le langage, il faut vraiment qu'on le fasse en conscience. Soit pour exprimer un concept avec précision, en réexplorant notre propre esprit à chaque fois que nous parlons, et c'est ce que je fais, et c'est pour ça que ça vous parle, soit en utilisant les mots de la poésie, non de code poésie, c'est-à-dire le langage, on dit souvent de l'âme, en tout cas de notre part intuitive. Comment exprimer l'inexprimable ? L'amour de Dieu, des choses qui sont de l'ordre des impressions, quelque chose qui est entre l'impression et le souvenir, ou la description des rêves avec toute leur rupture d'espace temporel, spatio-temporel, toutes les choses qui se transforment dans les rêves. Il nous faut un langage adapté. Donc nous avons les mots et nous pouvons nous en servir, soit poétiquement, comme dans le haïku, toute forme de poésie, de quelque culture qu'elle émane, soit pragmatiquement, pour décrire les choses avec précision, notamment dans le bâtiment, dans toutes les choses techniques, il faut les mots précis. On ne prend pas un mot pour un autre. Par exemple, je demandais à quelqu'un, bon, alors, il y a un débord ou c'est à fleur ? À fleur, ça veut dire que ça dépasse pas. Il y a un débord, ça veut dire que ça dépasse. Il y a un débord d'1 centimètre, de 2 centimètres, ou est-ce que c'est à fleur ? Tu le veux comment, ton plateau ? Et la fille qui n'y connaît rien, elle fait oui, à fleur d'1 centimètre. Ah, mais c'est soit l'un, soit l'autre, cocotte. Soit c'est à fleur, ça dépasse pas, soit ça dépasse et tu me dis de combien. Donc en fait, il y a de la salade mentale. Mais dans l'industrie, dans la technique, jamais on trouvera une espèce de blaireau qui dit ouais, ce sera à fleur d'1 centimètre. Soit c'est à fleur, soit il y a un débord. Mais il faut que tu choisisses, il faut que tu précises ta pensée. Fais donc un dessin technique. Le dessin technique est au dessin, ce qui est un manuel d'instruction de montage d'un moteur est à la poésie, ou même à la langue ordinaire. Bref, le langage est un piège, mais comme chaque chose dans ce plan, ce langage piège, et vous remarquez, je n'ai pas dit langage piégé, je dis langage piège avec un tiret, langage qui est un piège. Ce langage piège est aussi la voie de sortie. Notre mental piège, qui est une espèce d'intelligence artificielle programmée, est aussi l'outil qui nous permet d'analyser la situation et même d'arriver à appréhender ce que par nature il ne peut appréhender. Et oui. Par l'imagination, par le raisonnement pur. C'est par le raisonnement pur, on prouve plus facilement l'existence de Dieu que son inexistence. D'abord parce qu'on ne peut pas prouver l'inexistence d'une chose.
Ensuite, parce que quand on dit bon, moi je suis rationnel, je suis logique, donc Dieu n'existe pas, donc maintenant on va raisonner à partir des données qu'on a. Mais c'est stupide. Ça veut dire qu'il y a un a priori. L'a priori, c'est que Dieu n'existe pas. Ben non. Si on veut raisonner très honnêtement, il faut dire, prenons le cas, hypothèse 1, Dieu existe. Oui, non, on peut le prouver, on peut pas le prouver. Deuxième cas, Dieu n'existe pas, on peut le prouver, on peut pas le prouver. Il faut partir d'un présupposé inclusif et non pas exclusif. On peut pas a priori exclure une hypothèse et dire qu'on est un esprit rationnel. Là, on est dans la croyance. Si on fait ça, nous ne considérons pas l'hypothèse que Dieu existe parce que nous sommes rationnels et logiques. Mais c'est ni rationnel ni logique. Parce que s'il existait, il serait tout à fait irrationnel de ne pas envisager l'hypothèse. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est justement en utilisant sa pensée logique et rationnelle correctement qu'on arrive, et bien justement, et de grands scientifiques sont arrivés aussi à cette conclusion, que très vraisemblablement, Dieu, quoi qu'on mette derrière, existe. Mais évidemment, ce n'est pas la question. Mais ce que je voulais dire, c'est que le langage et la pensée sont intimement liés. Le langage permet d'articuler la pensée. Moins un langage est précis et nuancé, moins la pensée est précise, nuancée et articulée. Donc on l'a vu aussi avec les soumissionnaires, la façon dont ils utilisent le langage. Déjà, leurs concepts sont extrêmement réduits, rétrécis. Ils n'arrivent pas du tout à concevoir, même philosophiquement, la Trinité. Ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il faut faire vraiment des analogies très basiques avec eux. Parce que par exemple, ils vénèrent l'exemplaire du livre du Coran. Ils vénèrent l'exemplaire. Si on brûle un Coran, ils deviennent fous. Mais si même un chrétien fervent, si on brûle une Bible, mais c'est jamais qu'un livre en papier imprimé. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça contient des paroles écrites par les hommes, inspirées par Dieu, mais il n'y a pas d'idolâtrie envers le livre. Donc les soumissionnaires deviennent fous si on brûle le livre. Ils vont embrasser une pierre noire. Donc et ils disent les idolâtres doivent être combattus et doivent avoir la gorge tranchée. Donc ils n'arrivent pas à comprendre que eux-mêmes manifestent des caractères d'idolâtrie. Donc ça, ils ne comprennent pas. Mais la Trinité comme concept théologique, ça les dépasse. Ça dépasse leur capacité cognitive. Alors qu'on soit d'accord ou pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils émané du Père, arrivé dans la chair, et le Saint-Esprit descendant sur lui comme une colombe. Bon bref, ce sont des concepts qui sont tout à fait compréhensibles pour nous occidentaux parce que nous avons baigné dans cette culture. Il y en a des représentations picturales, tout ça. En soumission, les représentations picturales sont interdites. Or, une partie de notre esprit fonctionne par analogie, donc plutôt un fonctionnement poétique, et par image mentale ou visuelle. Vous voyez où je veux en venir ? Mais cette analogie de la Trinité, on peut tout à fait la rapprocher de notre nature triple. Nous avons un corps, nous avons un mental, donc ce qu'on appelle souvent un esprit qui nous permet de dialoguer, de réfléchir, de conceptualiser, de faire 2 + 2 = 4, des choses comme ça, et nous avons une âme, une reliance à quelque chose de plus haut que nous, ce que n'est pas le mental. Le mental, c'est 2 + 2 = 4, sujet, verbe, complément, c'est des choses comme ça. Mais l'âme, c'est autre chose. Même quelqu'un qui ne maîtrise pas la mathématique ou l'orthographe ou l'art du langage, même quelqu'un qui a une pensée très limitée, a une reliance à la transcendance. Donc nous avons une nature triple, donc c'est pas compliqué à comprendre. Donc le langage et la pensée sont intimement liés. Il y a un piège dans le langage et le langage devient facilement un parasite, exactement comme le mental et la pensée du mental devient facilement un parasite. Mais continuons. Je n'ai que trop commenté, je me suis envolée sur ce premier commentaire qui, il est vrai, ouvrait des perspectives très intéressantes. Merci Prune, c'est en effet très intéressant, d'autant plus si l'on écoute avec le recul qui s'impose. Quant aux expressions mentionnant des parties du corps, je les entends pour ma part davantage comme l'expression d'une sagesse populaire, à l'instar de la médecine chinoise qui révèle le lien entre les émotions et les organes. Et la langue française est précisément très précieuse à cet égard. C'est tout à fait juste.
C'est tout à fait juste. C'est comme si nous avions cette connaissance qu'elle ait été révélée de façon occulte, très souvent, par des traditions d'initiation, ou que, dans le cas des expressions populaires, manifestement, nous avons conscience des choses. Ça ne veut pas dire que mentalement, nous les comprenons ou nous les savons, mais nous avons cette connaissance intérieure qui est une évidence. Parce que quand on apprend par la voie intellectuelle des choses telles que le je et le nous, les problèmes de genoux, c'est les conflits d'ego, parce que le genou, c'est s'agenouiller. Quand on s'agenouille, eh bien, soit on prête allégeance, soit on s'humilie devant quelqu'un. Et il y a toujours, immédiatement derrière, il y a cette image de se mettre à genoux devant un homme, c'est mettre sa bouche à hauteur, sa propre bouche à hauteur du sexe de l'homme devant lequel on s'agenouille, qu'on soit soi-même homme ou femme. Donc il y a une connotation de soumission et de soumission sexuelle évidente, qui peut être vécue et affirmée dans la déviance, la déviance sexuelle, soit cet acte de soumission est transcendé. On s'agenouille volontairement pour montrer que devant un être qui est debout, on a la puissance morale et spirituelle de se montrer plus humble, de se montrer en état, guillemets, de faiblesse. Seul un être puissant peut le faire, ou un être qui a été soumis par force. Mais quand on le fait sans être soumis par force, c'est une démonstration de puissance. Je suis tellement puissant que je n'ai pas besoin de le montrer. Je suis tellement puissant intérieurement que je ne me sens pas humilié, quoi qu'on me fasse. À l'imitation du Christ humilié, vous savez, avant la mise en croix. Il y a tout un tas d'enseignements, en fait, qui sont des enseignements spirituels qu'on peut comprendre, même sans adhérer à la religion. La langue française, donc, étant très précieuse et contenant une sagesse. Mais il n'y a pas que la langue française, il y en a, parce qu'on ne connaît pas forcément les autres langues, mais effectivement, la langue française est très articulée et très analytique, mais aussi les expressions populaires, c'est l'autre versant de la langue. C'est la connaissance intérieure et la reliance à l'observation, aux choses du vivant. Tout à fait. Merci Prune pour cette vidéo et pour la manière très claire dont tu expliques les propos de Chase Hughes. L'idée que le langage puisse, guillemets, tuer l'imagination en figeant les images est vraiment intéressante et pousse à réfléchir. Oui, ça fige les images, ça fige l'image qu'on a de soi. Figer les images est une expression intéressante d'ailleurs à ce propos. Alors que tout est mouvement et transformation, que ça nous plaise ou non. Chaque chose qui stagne, puisqu'on parlait du taoïsme à l'instant, quelque chose qui stagne finira inévitablement en maladie. Même la médecine occidentale peut comprendre une chose pareille, et le dit d'ailleurs très bien. Donc reprenons, l'idée que le langage puisse tuer l'imagination en figeant les images est vraiment intéressante et pousse à réfléchir. En revanche, je me pose une question. Lorsque nous discutons et que nous parlons, les mots que nous entendons ne déclenchent-ils pas eux aussi des images mentales ? Autrement dit, le langage ne serait-il pas à la fois ce qui peut enfermer l'imaginaire et ce qui peut aussi le réveiller selon la façon dont il est utilisé ? Curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Merci à toi pour tout ce que tu fais amicalement. Eh bien, je crois que je viens de répondre dans mon commentaire au premier texte que nous avons lu. Absolument. Ça a à voir avec la nature double de chaque chose. Et, cher ami, tu l'as dit, ces images qui potentiellement peuvent nous enfermer sont également des choses qui peuvent rouvrir les portes de l'imaginaire. En fait, à chaque fois que nous mettons de la conscience dans quelque chose, nous transcendons le piège et l'enfermement. Par exemple, avec mon vis-à-vis, nous sommes engagés dans une discussion qui nous intéresse, sur nous-mêmes, sur l'âme, et puis il dit quelque chose qui génère chez moi, il emploie une expression qui génère chez moi une image intérieure qui est pour moi plutôt négative. Et je vais réagir à cette image, mais en fait je vais réagir à l'image, pas au mot qu'il a dit lui-même. Ça se trouve, nous parlons de la même chose, mais la façon qu'il a de le présenter et de l'articuler me déplaît, parce que j'ai des boutons émotionnels avec le langage. Et il vient justement d'appuyer sur ce bouton. Clac, ça a enclenché un truc. Si je n'ai pas conscience du phénomène, je lui saute à la gorge en disant « mais tu peux pas dire ça, d'ailleurs c'est débile, de toute façon moi je suis pas d'accord ». Ou bien, je me souviens qu'avec ce personnage-là, c'est déjà arrivé plusieurs fois, et que la façon dont il s'exprime me fait réagir.
Donc je me dis, d'accord, qui est-ce qui réagit? Le mental. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de parler de la même chose, plus ou moins? Auquel cas, je vais continuer à écouter en mettant un filtre sur mes réactions émotionnelles en me disant, écoutons ce qu'il y a derrière. Ou bien, on parle vraiment pas de la même chose, on s'entendra pas, et avec sagesse, je vais faire dériver la conversation vers autre chose en disant, de toute façon, tu as tes vues, j'ai les miennes, elles sont tellement incompatibles, ça risque de nous amener à de l'émotionnel, donc parlons de quelque chose sur lequel on pourra s'apporter mutuellement. Voilà. Donc là, j'ai mis de la conscience. Si j'en mets pas, ça se finit en émotionnel. Donc c'est le mental préprogrammé qui reprend le dessus. Mais si je me dis, mais il parle déjà d'autre chose, ou bien on ne s'entendra pas, mais c'est une bonne personne et je l'aime bien, essayons de passer à autre chose. Nous avons mis dans tous les cas de la conscience. Donc s'il y a ce recul nécessaire, d'ailleurs puisqu'à l'instant on avait ça, le recul nécessaire, eh bien sûr, le langage, je reprends exactement ta phrase si ça ne t'ennuie pas, autrement dit, le langage est à la fois ce qui peut enfermer l'imaginaire et ce qui peut aussi le réveiller selon la façon dont il est utilisé. Et j'allais dire, ça va être comme ça pratiquement pour tout. Pratiquement. Monica Mars, c'est amusant, je lis justement « Ce que parler veut dire ». Alors, « Ce que parler veut dire » est un titre de livre et je ne sais pas de qui c'est, vous ferez vous-même vos recherches. Merci encore. Monica est une lectrice avertie et assidue qui a toujours de bonnes lectures à nous proposer. Merci Prune, très intéressant, car oui, les mots du mental, donc qui ment, hein, sont utilisés pour enfermer, donc enfer, donc le mot enfer, contenu dans le mot enfermé. Je le vis chaque jour, lors d'un conflit avec un proche. Ces mots ne sortent pas de l'âme, absolument. Les mots du mental qui nous enferment ne sortent pas de l'âme. Voilà, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Et les mots qui viennent du cœur apaisent et réparent. La différence est significative. C'est ça, voici une autre fonction du langage. Nous libère intérieurement ou communiquer, mais il y a aussi l'apaisement, la guérison. C'est ça, les mots servent aussi à la guérison. On voit ça dans beaucoup de thérapies par le langage, ou qui inclut aussi le langage ou le fait de revisiter ses souvenirs. Je ne parle pas d'hypnose régressive, hein, pas du tout. Je parle des choses faites en pleine conscience psychique. Les mots qui viennent du cœur apaisent et réparent. La différence est significative. Cela me permet de dire que les rapports humains ont encore du chemin à faire pour que l'union se fasse, pour faire tomber les murs construits par des fautes de mots, des erreurs de source, qui créent une multitude de prisons où sont enfermées tant d'âmes. Merci à vous, Prune. Mais en fait, ça ne va pas se passer dans un temps linéaire, ça se passe pour chaque personne. C'est ça, notre temps de vie peut être transformé en un temps d'apprentissage où nous prenons la mesure de notre propre enfermement, de la façon dont nous utilisons le langage, entre autres, parce qu'il n'y a pas que le langage, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Nos réactions en face des gens et des mots, c'est vrai que souvent ce sont les mots qui nous font réagir. Les insultes ou les choses, des mots qui sont pour nous inacceptables. Oui, moi ce qui me fait réagir absolument, c'est le franglais, le langage mal construit. Et je vous ai dit pourquoi. Et comment dire. Là ici, sur ce canal, il est question d'explorer la pensée, d'explorer le monde intérieur, tout ça. Donc on le fait avec des outils. Et ces outils, je les ai définis. Voilà, c'est le propos de ce canal. Donc évidemment qu'il y a des règles à respecter ici. C'est comme dans un atelier de menuiserie, vous n'allez pas amener des outils pour travailler le verre ou le métal. Il faut que ce soit approprié. Voilà. Maxime, passionnant. J'ai particulièrement aimé ton introduction et la présentation de ce personnage. Ils aiment tellement faire traiter des sujets aussi importants par des gens qu'ils contrôlent. Ouais, manifestement. C'est pour ça que forcément, il faut qu'on aille un peu plus loin que ça. Puis c'est tellement visible. Là, c'était vraiment criant, je trouve. Mais j'ai écouté ça hier. Il va me falloir quelques jours pour verbaliser ce que ça touche en moi. Je sais que c'est déjà une part essentielle et que petit, avant que la matrice ne me lave le cerveau, j'avais commencé un début de réflexion à ce sujet. Donc pas facile de rouvrir cette porte, mais waouh, quel voyage ça promet. Merci Prune et gros bisous à toi. Alors, petite réflexion aussi, effectivement, il faut un peu de temps pour digérer et peut-être aussi pour revenir, écrire un commentaire ou quelque chose comme ça. Je conçois bien
que les commentaires à chaud sont des réactions et que les véritables réflexions demandent un peu de temps de digestion. Mais écoutez, je fais avec, hein, et bien sûr, toutes vos réflexions et cheminements intérieurs ne sont pas forcément destinés à être partagés avec moi ou avec les autres, hein. Du moment qu'ils ont lieu, c'est l'essentiel. Thierry nous dit merci Prune, évidemment, ça mérite d'être creusé. Oui, le sujet mérite d'être creusé. De toute façon, le fait d'avoir écouté ceci avec attention, vraiment attention et recul, ça fera son chemin. Ça fera son chemin lors de notre propre expérience personnelle, lors de la prochaine vidéo que nous choisirons de voir sur le sujet ou sur un autre sujet. Chacun fait son chemin vraiment personnellement, enfin en tout cas devrait le faire. Merci pour ce partage. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Je peux croire tout et rien à la fois. Esprit critique, méfiance, discernement et ouverture totale d'esprit, humilité face à une vérité inconnaissable. Tant que ce sont nos points cardinaux, zut, j'ai pas la suite. Oui, quand c'est trop beau pour être vrai, hein. Ça veut dire pourtant certainement qu'il y a du vrai, mais qu'il y a un peu plus, ou qu'il n'y a pas tout. Ou que le fait que ces choses-là très vraies soient dites par des êtres sous contrôle, comme on vient de le voir plus haut, c'est comme un appât. Comme c'est très vrai et que ça touche des choses en nous, on va absorber le personnage en même temps que la partie du discours qui était valable. Et hop, nous voilà hameçonnés pour la suite. Grâce au triangle complémentaire égale contraire, en même temps, il y a un décodage universel de toute chose de ce monde. L'observation est la clé. Merci, bien à vous. Je suis pas sûre d'avoir compris tout à fait, mais on parle des triangles, des couleurs complémentaires. Complémentaire égale contraire. Ça, c'est une des idées forces de l'énergétique, disons la pensée taoïste. Complémentaire égale contraire. Contraire égale complémentaire, comme dans cette image du yin et du yang. Alors, il y a d'autres choses à savoir par rapport à ça, bien sûr, mais les couleurs complémentaires. On a vu dans une capsule sur la couleur que quand on regarde une couleur et qu'on ferme les yeux avec la persistance rétinienne, on aura sa complémentaire naturelle. Donc complémentaire égale contraire est une notion qui doit nous aider à appréhender ce monde. C'est factuel. C'est pas un jugement de valeur contraire, bien, pas bien, bien, mal. Non. Mais ce qui veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de bien et pas de mal. C'est deux choses différentes. Et si on dit mâle et femelle, c'est des opposés complémentaires, ok, très bien. Et si on dit c'est des contraires, très rapidement, et surtout dans l'esprit des sous-missionnaires, ça c'est le genre de truc d'analogie qui va très très vite parce que la pensée est trop schématique. Il y a un noir et un blanc, donc il y a un bon et un mauvais, et l'homme est bon et la femme est mauvaise. Regardez, les hommes sont en blanc, les femmes sont en noir. Mais c'est pas les femmes qui ont décidé ça. C'est le masculin malade, qui fabrique du féminin malade, qui nourrit le masculin malade. Il y aurait un bien et un pas bien. Mais c'est pas du tout ça, en fait, la notion d'opposé complémentaire. C'est beaucoup plus subtil, chers amis. On peut pas dire le feu est bien, mais l'eau est pas bien. Ben non, parce que tu as besoin de boire, mais en même temps, tu as besoin de chaleur. Tu peux pas choisir entre deux choses qui sont également nécessaires à la vie, comme le mâle et la femelle, mettons. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Ariane Eden, et soudain le sempiternel peut mieux faire de mes professeurs révèle toute sa portée. Je suis pas sûre de comprendre tout à fait, mais c'est une programmation par le langage, peut-être. Ça veut dire qu'on nous maintient dans un état où on nous programme. Je sais pas exactement. Peut mieux faire, souvent c'est vrai, hein, ça veut dire qu'on ne se donne pas les moyens d'être vraiment à la hauteur de nos capacités. Enfin, je suis pas sûre de comprendre exactement le sens de ce message, peut-être que vous le comprendrez mieux que moi. Catégoriser, nommer, classer, c'est figer le réel. Refuser de voir sa nature intrinsèque. Le réduire à notre misérable perception de ce qui est. Au commencement était le verbe. Le mot ? Au commencement ou au début de la chute ? Alors, petit aparté, dès tout de suite, au commencement était le verbe. Le verbe, ce n'est pas que le mot, c'est la parole. Et Jésus est la parole vivante. Donc en fait, la vérité
rendue visible, la vérité descendue dans ce monde. Donc, bien sûr, on peut le prendre au pied de la lettre en disant le verbe signifie le mot, mais c'est en fait dans la théologie, c'est bien plus que ça. Hein. Donc, c'est quelque chose de vivant. Donc non, ça va pas du tout dans ce sens-là. Mais continuons. Au commencement ou au début de la chute, on peut effectivement poser la possibilité du parasite mental, prison mentale. En parlant de livres, ça me fait inévitablement penser à cet ouvrage, Les Innommables de Klotz, années 70, il me semble, que j'ai pu lire dans ma jeunesse. Jeunesse, vieillesse, naufrage de la vieillesse, haha. Klotz nous fait le récit du rude quotidien d'hommes préhistoriques et donc, en toute logique, il n'y a aucun dialogue, car le mot n'existe pas. C'est une projection très intéressante qu'il nous propose. Ah, oui, on pourra reparler de ça. Donc, nous avons déjà 2 suggestions de livres à lire. Comment c'était ? Ce que parler veut dire, auteur inconnu de moi, et Klotz, Les Innommables. Merci beaucoup Prune, très intéressant. Il est sorti de l'ego pour passer en mode vibration qui est le domaine de l'esprit. Je ne sais pas si notre ami parle de Chase Hughes, je ne sais pas, mais moi je dirais pas ça. Mais la vibration, le feeling, le ressenti, hein. Feeling, c'est sentiment ou ressenti, ça peut être les deux. Le ressenti du corps est instantané, donc plus juste que les mots, ce qui explique le vécu. C'est une bonne façon d'arrêter de s'écouter parler quand la parole n'est pas juste. Et ouais, nous nous écoutons tellement parler. Hein. Mais moi aussi, parfois, je m'écoute parler. Parfois, et parfois non, vous l'aurez sans doute remarqué. Tout peut être déconstruit, tout est paradoxe et tout est juste. Cela dépend si l'on parle du point de vue de l'âme ou de celui de l'esprit. Exactement. Utilisons-nous notre esprit analytique pour blablater indéfiniment et comme l'avocat essaye de défendre l'indéfendable, sachant que c'est faux, ou utilisons-nous notre reliance au monde intérieur et si c'est le cas, alors notre langage reflètera cette relation. Cette relation à la vérité à travers le fait que, en fait, on écoute quelque chose. On écoute. On peut s'écouter parler, tiens, pour reprendre cette expression et la détourner un peu. On peut, genre, tu t'écoutes quand tu parles, ouais, je m'écoute. Et parfois, je vois en quoi je suis pas pleinement juste, mais que je peux pas forcément faire le pas suivant, mais c'est dans des subtilités, hein. Et parfois, j'entends en quoi ce que je dis reflète exactement ce que je ressens maintenant, si je suis très honnête avec moi-même. Donc en fait, c'est un cheminement avec soi. Et plus on le fait et plus on accorde notre attention à des gens qui le font, plus on se rapproche de cette voie de vérité, disons. Merci encore pour ce partage. Bien sûr que cette observation n'engage que moi et je ne cherche à convaincre personne. Alors, sauf si on envisage une identité plutôt que de s'identifier à tout ce qui émane de nos perceptions qui finissent par devenir un système d'information, une mémoire, une identité. Sauf, je ne sais pas si ça fait suite à, apparemment ça fait suite à, sauf si on envisage une identité plutôt que de s'identifier à tout ce qui émane de nos perceptions. Ok, c'est du lourd, oui, et je remercie mon handicap, entre guillemets, il m'a épargné bien des difficultés ou cette prison mentale. Je suppose que ce handicap concerne le langage, une imprécision ou d'être pas trop doué pour les mots, ou j'en sais rien, je sais pas exactement. Je contemple le monde avec un œil enthousiaste, comme si je découvrais pour la première fois, car beaucoup ont perdu cet enthousiasme. Le langage reste un moyen de matérialiser ce qui se trame à l'intérieur de moi, mais en ce qui me concerne, il ne me sert à rien d'autre. Ou si ce n'est de taper ce commentaire qui commence à m'ennuyer, car je dois chercher les mots pour préciser ce que je ressens, sans les mots. Ah oui, c'est ennuyeux, hein, mais c'est justement ça l'effort intellectuel, cher ami. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais effectivement, c'est un effort. Le corps ne sait pas ce que sont les mots. Alors là, non, pour revenir à ce que nous avons dit au départ, non, je suis pas d'accord avec ça et c'est pas tout à fait juste, disons. Hein. Il s'en tape, sauf cet ego qui imite l'intelligence vivante et pas figée. Rien ne l'est dans le mouvement perpétuel et tout puissant. Salut, paix, salut et force sur nous tous et franchement, vive les fautes. Oui, vive les fautes, absolument. Mais ça veut pas dire qu'on doit se contenter d'une imprécision mentale. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Comme je l'ai dit, et je persiste et signe, nous devons utiliser nos 2 pôles, le pôle de précision intellectuelle et de clarté mentale, et le pôle synthétique, esthétique, poétique,
de l'autre côté, et ne pas faire interférer les deux. Mais il faut que les deux soient fonctionnels pour qu'on arrive à vraiment créer quelque chose de neuf dans notre esprit, qui est un pont entre les deux cerveaux, entre guillemets, fonctionnels, ça donne quelque chose de plus. Et je sais que c'est ce quelque chose de plus que vous appréciez chez moi. Je suis pas juste une intello qui vous décortique des bouquins, pas du tout, c'est pas ça. Je suis pas non plus une fille un peu approximative qui fait des tricots comme ça, improvisés, de la musique traditionnelle et selon la tradition orale où justement il n'y a pas les mots, il n'y a pas le carcan de l'apprentissage visuel comment dire, et analytique de la musique écrite, tout ça. Non, il y a un peu plus. Il y a les deux expériences qui sont menées en parallèle et se nourrissent l'une l'autre, ces opposés complémentaires. Quand ils sont en équilibre, il se produit de quelque chose de plus dans notre vie, vous le savez. Ici une référence à un livre dont j'ai parlé au cours de l'émission, La révolution d'un seul brin de paille. Oui, il faut que je le relise, nous dit notre amie Marie. Et ça, c'est Masanobu Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille, qui est un livre que je recommande absolument à tous. Pascal, encore merci très chère Prune pour cette transmission de connaissances. J'apprécie encore plus les nota bene personnels que tu ajoutes à tes traductions. En ce qui concerne l'ouvrage Tang, si l'objectif qui doit en découler, si j'ai bien écouté ton émission, est la déprogrammation linguistique de l'identité, je voudrais te faire partager, ainsi qu'à tous les auditeurs, cette technique yogique que je connais depuis quelques années pour l'avoir pratiquée et qui revêt à mes yeux ce même objectif. C'est la méthode Ishakriya dont je te donne le lien. On ne partage pas un lien. Si tu partageais un lien, tu le couperais en morceaux en fait. Bien à toi très chère Prune, je t'embrasse affectueusement. Alors non, je crois pas que ce soit la déprogrammation linguistique de l'identité. Je crois que c'est la déprogrammation linguistique du mental, pas de l'identité. Et c'est ça le problème qu'il y a avec le yoga, ce en quoi il nous relie au monde astral et démoniaque, c'est qu'il veut déprogrammer notre identité, notre identité propre, pas notre identité mentale construite. Non, il s'agit de déconstruire ce que le langage a fabriqué de nous, mais pas notre identité profonde. Parce que là, le Kriya Yoga, je connais, c'est avec Kriya Yoga, en tout cas, moi, ce que j'appelle Kriya Yoga, ou ce qu'on a nommé comme ça pour moi, c'est le truc avec la bougie. En fait, il s'agit d'arriver à la vacance mentale et de la conscience pour que quelque chose d'autre nous remplisse. Et ça, quand on est plus présent à l'intérieur de nous, il y a autre chose qui prend la place. Bon, mais ça, j'en ai déjà parlé des milliers de fois. Et quelqu'un répond, ah oui, c'est Sadhguru, opposition contrôlée, prudence. Ouais, ça, je vous le fais pas dire. Pour moi, la bonne poésie parvient à cela, à nous mettre derrière les mots, ramenant paradoxalement le monde devant les mots. On comprend quelque chose, mais impossible de dire quoi. Et oui, la bonne poésie, c'est-à-dire la vraie poésie, quand on utilise les mots comme des objets esthétiques pour créer quelque chose qui émane du cœur, de l'âme. Pas de la poésie fabricotée pour que ça sonne bien. Hein. Parce qu'on a parlé mais on va y revenir, on a parlé des haïkus dans le petit direct qui suivait. On comprend quelque chose, mais impossible de dire quoi. Ouais, c'est très joliment dit. On comprend quelque chose, impossible de dire quoi. Moi, j'aimais bien Alain Bachung. Bon, c'est torturé et tout ça, mais pour moi, il utilise les mots comme ça pour essayer d'exprimer quelque chose qui est indicible, qui a à voir avec une souffrance intérieure et avec un peu de rage et aussi des pulsions, des passions, mais voilà, moi ça me parle de ça. Alors on n'aime pas, hein, mais évidemment. Puis c'est surtout aussi quelqu'un qui a été très très en retrait de la scène. Justement, il faisait pas beaucoup de scènes, c'était pas un homme de scène, quelqu'un de très très compliqué. Je suis pas en train de vous le vendre, hein, bien sûr, mais pour moi, il y a ça. J'ai été touchée, surtout quand j'étais adolescente, ça parlait de quelque chose que je ne comprenais pas, mais que je comprenais, mais que j'étais incapable d'expliquer. C'était vraiment pas du tout la fonction du langage analytique. On comprend quelque chose, mais impossible de dire quoi. Et notre ami Siwanes répond « Tout à fait, c'est ce que recherchent des poètes comme Mallarmé. » Bien, chers amis, Mallarmé, voilà encore Stéphane Mallarmé, encore une suggestion de lecture. Je crois pas avoir jamais lu Mallarmé, à part un poème peut-être quand j'étais au lycée. C'est ça. Quelle synchronicité!
Je ne connais pas ce livre, mais il y a quelque temps, je suis tombée sur un entretien avec ce monsieur et je me suis tapé... Ah ouais, bah donc c'est dans les suggestions. Ça, c'est pas compliqué. Hein. Si on a les mêmes choses en même temps, c'est que les suggestions que j'ai, moi, vous les avez aussi. Hein. Et puis, il est très mis en avant. Mais ça, c'est l'algorithme. Hein. Nous pensons que ce sont des synchronicités, mais c'est pas forcément des synchronicités, chers amis. Hein. C'est que on est contrôlé. Hein. Tout ça est scénarisé. Donc, vraiment beaucoup de recul. Hein. Je suis tombée sur un entretien avec ce monsieur et je me suis tapé plusieurs d'autres et je me suis tapé plusieurs d'autres et quelques conférences, plusieurs autres, je sais pas, vidéos et quelques conférences. Merci de le faire connaître en France, en moins pour les anglophones. En moins pour les anglophones. Je ne sais pas. Mais il me semble que l'on peut activer le traducteur sous certaines vidéos. Je ne suis pas certaine parce que d'accord. Et moi je dis la traduction n'est pas toujours disponible et souvent elle est merdique, mais ce n'est pas la question. Parce qu'en fait, je n'encourage personne, évidemment, à écouter des traductions automatiques. Par l'IA, et puis aussi, quand c'est écrit, il y a des gens qui ne lisent pas, il y a des gens qui ont du mal à lire à l'écran. Parce qu'en plus, ça maintient nos yeux devant l'écran. Alors que quand vous avez le format audio, votre œil peut continuer à envoyer de la vie dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez le format audio, vous n'êtes pas coincé devant l'écran, avec votre regard fixe pour essayer de suivre les sous-titres, enfin fixe, pas vraiment fixe puisque vous lisez, mais on n'est pas devant l'écran, on n'est pas obligé. Pas autant, pas de la même façon. Et puis, vous avez bien compris que quand je fais une traduction, j'y ajoute aussi mes commentaires. Si vous voulez juste la traduction, c'est vrai que vous allez vous faire vraiment suer à écouter tout ce que j'y mets. Donc ces traductions sont destinées à un auditoire qui apprécie déjà mon approche, le fait que je vous présente ceci et non pas cela, et le fait que j'en fasse quasiment toujours une lecture critique, même quand ce sont des gens qui peuvent être adulés par un public que je commence à bien connaître. Il y a toujours un petit truc qui va nous déranger. Quelqu'un nous dit « Monsieur J. et Gurdjieff nous donne une voie de travail ». C'est marrant parce que c'est comme le prophète Wallah salam, tous les disciples de Gurdjieff, ils l'appellent toujours Monsieur Gurdjieff, comme Madame Blavatsky. Alors que Blavatsky était russe, donc on dit pas Madame chez les Russes. Il n'y a pas de mot qui dit Madame, genre Mrs. Blavatsky. C'est pas comme ça qu'on fait. On dit le prénom et le patronyme, donc le nom du père. Donc c'est déjà, elle se faisait, c'est comme un titre, Madame Blavatsky ou mère ou Monsieur Gurdjieff. Pareil, Gurdjieff, il était arménien ou truc comme ça, ou géorgien. Il n'y a pas de monsieur. Donc à chaque fois qu'on dit Monsieur Gurdjieff, c'est quand même, on dit pas Monsieur Steiner, voyez. Donc ça signe l'adhésion mentale, consciente ou inconsciente. Et ça, ces gens-là ont été amenés par la mouvance, la même mouvance qui a donné lieu, sinon créé le nouvel âge. Hein. Merci Prune. Dieu enseigna à Adam tous les noms de chaque chose. Coran 2.31. Et ensuite, Dieu présentant Adam aux anges, entre guillemets, et l'homme nomma chaque ange qui il était, ce qu'il faisait. C'est ce que j'ai retenu dans une conférence de Yahya Gouasmi. Dans le Coran, c'est pas expliqué comme ça. Yahya Gouasmi. Je ne connais pas. Voilà, une autre piste pour ceux qui veulent aller l'écouter. Note d'un auditeur, début de la traduction à 7 minutes 20. Alors, petite note spéciale pour Bernard, si tu n'es pas content, va écouter directement les conférences. Je sais que tu parles suffisamment bien anglais. Et mon propos est de présenter une traduction et non pas de faire le grouillot, parce que l'intelligence artificielle le fait très bien. Et s'il te plaît Bernard, arrête tous tes commentaires parallèles, périphériques, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Et s'il y a des récriminations, depuis 6 ans que tu me connais, je crois que tu devrais les avoir mises dans ta poche ou avoir changé de crèmerie. Thierry, un grand merci pour l'émission sur le langage matriciel. Si vous en avez l'énergie et le temps, continuez sur ce thème, ça m'intéresse. Je n'y manquerai pas. Élie dit « Moi aussi, je suppose en réponse à ce commentaire ». À la suite, nous avions tenté un petit direct qui a été peu suivi malheureusement, mais on a quand même pu faire un petit moment très sympathique. Et on a parlé des haïkus. Alors vous écouterez ou n'écouterez pas ce direct, hein. Peut-être c'est un peu long, peut-être que je pourrais en faire quelques extraits, je ne sais pas. En tout cas, j'avais cité un haïku que vous découvrirez si vous écoutez l'émission. Et quelqu'un en a cité un, à regarder le ciel dans le reflet de l'eau.
on voit des poissons dans les branches. Le haïku est une poésie qui n'est pas une poésie mentale, qui utilise l'essence du langage, avec intelligence, mais avant tout dans sa fonction intuitive et esthétique. Le haïku, c'est le véritable langage de l'âme, et j'allais dire même plus que le pur cerveau droit, le haïku est un art qui réunifie les deux pôles cérébraux, entre guillemets cérébraux, les deux pôles de l'être, la qualité analytique du langage avec une précision de la langue magistrale. Et cette intelligence est au service de l'impression que le monde fait sur l'âme. Si en plus on ajoute à ça la forme dans laquelle le haïku est tracé sur le papier, il y a un lien entre ce qui est dit et les idéogrammes qui représentent la chose. Et ça, il faudra absolument qu'on en reparle quand on reparlera du langage et du sens et comment notre monde est encodé. L'art du haïku nous prouve qu'il est possible de sortir de la matrice en exploitant à fond toutes les propriétés de la matrice, car avant tout, celui qui compose le haïku, celui qui trace sur le papier la calligraphie du haïku, celui qui agence la formule de la façon la plus parlante pour l'esprit, c'est celui qui a fait l'expérience de la contemplation, généralement une contemplation de la nature et des êtres vivants. Donc il y a déjà une recherche de l'excellence, de l'élévation. Donc ce qui préexiste à notre sortie de la matrice, c'est notre élévation personnelle, notre reliance à l'âme. Alors tout ce que nous toucherons se transformera en beauté. Mais nous reparlerons des haïkus. Bonjour Prune, j'en conclus que notre monde est codé par le langage que l'on nous a tous appris, ou que l'on soit un arbre, ou que l'on soit... Je comprends rien parce qu'il n'y a pas de ponctuation, et puis où il n'y a pas l'accent, donc c'est vraiment ou que l'on soit un arbre. Non, en fait, c'est un peu compliqué à lire, cher ami. Donc, point, majuscule, ou avec un accent, et là, ça donnerait où que l'on soit, virgule, un arbre est un arbre, une chaise est une chaise. Point. Au final, on a tous le même langage pour évoluer dans ce monde, une prison mentale. Oui et non, comme toute chose. C'est à nous de faire en sorte que la prison devienne le pinceau, l'instrument, l'outil de précision, etc. Le passé n'existant plus, le présent n'existant pas, seul l'instant est éternel, qu'il soit donc parfait, de beauté, de justice, de charité. Le présent n'existant pas, c'est intéressant de l'exprimer comme ça, parce que généralement on dit seul le présent est éternel. L'instant est éternel, donc l'instant c'est généralement considéré comme l'instant présent. Mais c'est intéressant de le dire comme ça. Là, tout d'un coup, ça met le mental en échec, parce qu'il a l'habitude d'entendre le présent est éternel, seul le présent, l'instant présent. Et là, notre ami nous dit le passé n'existant plus, généralement, mais le futur n'existant pas encore. Et elle nous dit le présent n'existant pas, seul l'instant est éternel. Ça, c'est intéressant. Tout d'un coup, ça a pris de court pendant une demi-seconde le mental. Bravo, cher ami. Je pensais ne faire qu'une seule émission de courrier des spectateurs pour ces 2 émissions de Chase Hughes, mais je me rends compte qu'au bout de l'émission sur le langage, c'est bien assez long, donc nous aurons la suite du courrier qui concernera la 2e émission. Chers amis, je m'en promets beaucoup de plaisir et je pense que le sujet n'est pas clos. Le sujet de ce genre de personnage fort intéressant, mais qui baigne dans tout ce que nous pointons du doigt comme étant le mensonge, mais également le sujet du langage qui est mon sujet de prédilection depuis que j'ai commencé cette série de canaux supprimés les uns après les autres. L'une de mes premières émissions, vraiment une toute petite capsule, sera rééditée pour l'occasion. Tiens, c'est une excellente idée. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de ce courrier des spectateurs et encore merci à vous tous.